Europe 1. Le journal de 6h30, Jean-Luc Boujon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'arbre avait été planté il y a 14 ans à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Un olivier installé dans un parc de la ville rendant hommage à Ilan Halimi, jeune homme juif torturé et tué par le gang des barbares en 2006 en raison de sa religion. Or, cet olivier a été abattu dans la nuit de mercredi à jeudi, tronçonné à sa base, devant la stèle rendant hommage au jeune homme. Un acte antisémite odieux. Jacques Serret, la municipalité d'Épinay, sous le choc. Hervé Chevreau, le maire sans étiquette d'Épinay-sur-Seine, n'en revient pas. C'est vraiment un choc terrible parce qu'on n'a jamais eu un souci avec l'ensemble des communautés sur la ville d'Épinay-sur-Seine. C'est un acte vraiment odieux, ignoble. C'est vraiment un acte antisémite. On ne peut pas avoir d'autres mots, sachant qu'au pied de cet arbre-là, il y avait effectivement la stèle en mémoire d'Ilan Halimi avec une citation, et qu'il y avait d'autres arbres dans le parc, et qu'il y avait d'ailleurs un autre olivier dans ce parc. L'individu est bien venu couper celui-ci. Consterné, dépité, cet élu y voit la conséquence d'une atmosphère créée par certains responsables politiques. Il suffit dans l'esprit d'un individu qui soit à l'écoute de certaines paroles ou de certaines manifestations, fait que ça peut dégénérer, comme c'est le cas par rapport à ce qui s'est passé cette nuit à Épinay-sur-Seine. Vous pensez à la France Insoumise en particulier ? Oui, parce que sur la ville d'Épinay-sur-Seine, la France Insoumise et la CGT manifestent depuis un certain nombre de samedis sur l'espace public par rapport à la situation de Gaza. Il y a obligatoirement un lien de près ou de loin. Hervé Chevreau a porté plainte. Il espère désormais que la vidéosurveillance aux abords du parc permettra de retrouver l'auteur de l'abattage de cet arbre. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Toujours en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Sec, cette fois, le maire communiste de la ville va reprogrammer le film Barbie qui devait être diffusé le 8 août dernier sur un écran géant en plein air. Des jeunes du quartier s'étaient opposés à cette projection en menaçant de tout casser, prétextant que le film faisait l'apologie de l'homosexualité et menaçait l'intégrité de la femme. Le maire a porté plainte contre X. Une enquête a été ouverte pour menaces, violences ou actes d'intimidation envers un chargé de mission du service public, a indiqué le parquet de Bobigny. L'enquête se poursuit après la découverte de 4 corps dans la Seine. Oui, 4 corps ont été repêchés dans le fleuve hier au niveau de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Il s'agit de 4 hommes, tous majeurs, dont les identités ne sont pas connues pour le moment. Le mystère est donc total à ce stade. Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil, Jean-Baptiste Marty. Ils ont été découverts par hasard en plein milieu d'après-midi. Oui, par une personne qui était à bord d'une rame du RERC. C'est en regardant par la fenêtre d'un wagon au-dessus du fleuve qu'elle a donc aperçu un corps flotter. Les policiers sont avertis. Une brigade fluviale se rend sur place. Ils naviguent dans une zone sur environ 50 mètres et découvrent un deuxième corps en bordure du quai. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Les policiers tombent sur 2 autres cadavres quelques minutes plus tard. Selon les informations d'Europe 1, 3 des victimes seraient de type africain, la 4e de type nord-africain. L'un d'entre eux étaient dénudés, les autres habillés. Ils ont été transportés à l'Institut médico-légal à Paris pour déterminer les circonstances de leur mort. Ce que l'on sait aussi, c'est que ces corps étaient en état de décomposition avancée. Aucune piste n'est à ce stade privilégiée, mais selon les informations d'Europe 1, des traces de strangulation auraient été constatées sur l'une des victimes. Le récit de Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Une importante saisie de drogue a été effectuée hier par la gendarmerie à Bordeaux. 1,3 tonne de cocaïne découverte dans un camion en provenance d'Espagne. Valeur marchande à la revente estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. À Montpellier, l'assistante d'école maternelle soupçonnée de viol et agression sexuelle sur 9 enfants a été remise en liberté hier sous contrôle judiciaire par la cour d'appel de Montpellier. Elle était en détention provisoire depuis 15 jours. La femme qui nie les faits a notamment pour obligation de ne pas être en contact avec des enfants et de ne plus résider dans l'Hérault. Ses victimes présumées sont âgées de 3 à 4 ans. Il est 6h34, vous écoutez Europe 1 matin. C'est donc ce soir que Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer en Alaska. Une rencontre qui aura lieu sur la base militaire d'Anchorage. Elle sera suivie d'une conférence de presse des 2 hommes. Interrogé hier, le président américain a montré les muscles en déclarant que Vladimir Poutine ne ferait pas le malin avec lui et qu'il le tiendrait en respect, tout en promettant aussi d'impliquer le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans de futures discussions. Un Volodymyr Zelensky fragilisé par son absence à ce sommet, mais aussi dans l'opinion publique ukrainienne, Alexis Bourdon. Oui, l'avenir de l'Ukraine se joue pour l'instant. Sans l'Ukraine, Volodymyr Zelensky redoute qu'un accord défavorable soit trouvé à des milliers de kilomètres de Kiev et que Washington penche du côté des exigences de Moscou. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky risque d'être fragilisé au sein même de son pays à l'issue de cette séquence diplomatique. Si au début de la guerre, 90% des Ukrainiens affichaient leur confiance en leur chef de guerre, aujourd'hui, ils ne sont plus que 58%. Régis Le Sommier, directeur de la rédaction
d'Omerta. Volodymyr Zelensky apparaît comme celui qui n'a pas de solution pour l'Ukraine, en fait, et qui dit pas de solution, dit la poursuite de la guerre avec la perspective que les Russes aillent encore plus loin, prennent encore plus de territoire. Et après plus de 3 ans de conflit, l'opinion publique ukrainienne commence à se diviser. Selon l'Institut international de sociologie de Kiev, 38% des Ukrainiens pensent que le pays devrait céder une partie de son territoire en échange de la paix tout en préservant son indépendance. Volodymyr Zelensky, lui, refuse de céder le moindre kilomètre carré à la Russie. Les explications d'Alexis Bourdon. En Serbie, deuxième soirée d'affrontement entre manifestants et partisans du pouvoir. Des rassemblements qui contestent la politique du président nationaliste Aleksandar Vučić. Des manifestations ont eu lieu dans une trentaine de villes du pays. Avant-hier, 42 policiers avaient été blessés et 37 manifestants arrêtés. Retour en France avec la colère des pharmaciens qui s'apprêtent à baisser le rideau demain. Oui, avec un mouvement qui s'annonce très suivi. Au moins 8 officines sur 10 devraient rester fermées. Prévoyez donc bien d'aller acheter vos médicaments aujourd'hui. En fait, les pharmaciens protestent contre la baisse prévue des remises commerciales sur les médicaments génériques que les laboratoires leur accordent parfois. Pour certaines officines, surtout les plus petites, le risque est carrément de mettre la clé sous la porte. Reportage en Alsace de la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin. Pour moi, cette histoire de plafond, c'est le coup de grâce. Aujourd'hui, lorsqu'elle achète des médicaments génériques auprès de laboratoires, Delphine Liénart, pharmacienne dans le village de Lutzelouse, bénéficie d'une remise jusqu'à 40% du prix. D'ici 2027, ce plafond sera divisé par 2 à 20%, ce qui va engendrer une perte de revenus annuelle considérable. Entre 40 et 70 000 euros de déficit. Ça fait un poste en moins. La pharmacie va avoir du mal à tenir la route. Déjà dans le rouge depuis quelques années, notamment à cause de l'inflation et de la non-revalorisation du prix des médicaments, sa pharmacie risque tout simplement la liquidation judiciaire. Les syndicats estiment ainsi que 6 000 officines sur les 20 000 en France pourraient disparaître au détriment des patients, explique Enzo Italiano, représentant du collectif des pharmacies alsaciennes. Aujourd'hui, lorsque vous voulez aller dans une pharmacie, on va dire au maximum, vous avez 10 minutes de trajet. Demain, ça veut dire que certains endroits en France, il faudra faire 50 minutes avec un bébé à l'arrière qui pleure parce qu'il faut son Doliprane, parce qu'il faut son antibiotique. On aura des déserts pharmaceutiques partout en France. Il baissera donc le rideau de sa pharmacie demain, comme environ 80% des officines en France. Lutzelouse, Mélina Fachin, Europe 1. Le retour de la chaleur après une brève accalmie hier. Les températures vont de nouveau grimper aujourd'hui, notamment dans le sud et l'ouest du pays. La Bretagne, jusque-là épargnée, ne devrait pas y échapper cette fois, avec un mercure qui pourrait grimper jusqu'à 35 degrés. Pas de vigilance rouge quand même a priori, mais 70 départements en orange et ces températures élevées vont durer tout le week-end, sans doute même jusqu'à mardi. Hier, on a appris qu'en Savoie, un automobiliste de 24 ans avait été tué par la chute d'un arbre qui s'est écrasé sur son véhicule alors qu'il roulait lors d'un épisode orageux qui s'est abattu sur le département. Notre-Dame de Paris redevient le monument le plus visité de France. Oui, plus de 8 mois après sa réouverture, la cathédrale la plus célèbre du monde retrouve son trône. Près de 35 000 personnes la visitent chaque jour et ils sont déjà 7 millions au total à l'avoir fait depuis la réouverture du 8 décembre dernier. Un succès phénoménal qui ne faiblit pas, bien au contraire en cette période de vacances, comme l'a constaté Antoine Bienvaux pour Europe 1. Sous la chaleur écrasante qui frappe le parvis de Notre-Dame, ils sont des milliers à faire la queue dans l'interminable file d'attente qui serpente devant l'édifice. Prévoyant et bien avertis de la forte affluence, Jeanne et son conjoint ont prévu plusieurs bouteilles d'eau pour patienter. Ça fait 1h15 qu'on fait la queue, c'est pas étonnant. C'est un monument connu de partout à travers le monde. Forcément, il y a beaucoup de monde. C'est les vacances aussi. C'est les vacances aussi. On est contents. Une longue attente qui en vaut néanmoins la chandelle, selon Alain, touriste venu de Bretagne. On s'attendait à trouver quelque chose de trop neuf et au final, la luminosité est relativement faible. Donc on n'a pas l'impression de ce choc d'une pierre blanche. Vraiment très content d'avoir vu cette restauration faite par des Français de tous ces métiers d'art. Vraiment très bien. Une restauration réussie qui permet aussi aux catholiques, comme Jacques, originaire de Moselle, d'enfin retrouver Notre-Dame pour le 15 août. Je suis croyant. Je suis catholique pratiquant, donc je suis très heureux d'être ici pour le 15 août. Ça me permet de renforcer ma foi qui est déjà assez élevée. Et comme tous les visiteurs, avant de repartir, il immortalise l'instant par une dernière photo avec en toile de fond la cathédrale illuminée par le soleil. Voilà le reportage d'Antoine Bienvaux. On passe au sport, en football. La Ligue 1 reprend ses droits ce soir avec une belle affiche. Rennes-Marseille pour commencer dès 20h45 et le reste des matchs à suivre tout le week-end. Dans un contexte de baisse des droits télé, un fossé toujours plus grand se creuse entre les petites écuries comme Angers ou Metz et des nouveaux riches adossés à de grands groupes ou de grandes fortunes comme Rennes, le Paris FC ou Strasbourg. Le club alsacien qui a déjà investi plus de 100 millions en transferts sur le marché estival. Écoutez l'analyse de notre consultant Alain Giresse.
C'est en fonction des clubs. C'est ceux qui ont des actionnaires et qui ont des moyens et qui peuvent se permettre justement de pouvoir se payer de grands joueurs. Voilà, mais ça sera pas le cas pour tout le monde et on voit que ça sera effectivement très compliqué pour certaines équipes, donc qui seront très restreintes dans leur possibilité d'engager d'autres joueurs. Ouais, mais chez Strasbourg, c'est Chelsea, c'est des moyens énormes que possèdent les clubs anglais. Rennes a fait aussi un bon recrutement, Marseille aussi. Tant mieux, parce que ça veut dire que ça donne des possibilités d'avoir des équipes qui seront plus performantes, qui va élever le niveau de la Ligue 1. Ouais, moi je trouve tout ça quand même intéressant, parce que de toute façon, pour avoir une très bonne équipe, il faut pas se leurrer, il faut avoir des moyens. L'ancien international français Alain Giresse avec Stéphane Burgat. Enfin, un mot de basket pour vous signaler la victoire des Bleus hier contre l'Espagne en match préparatoire de l'Euro, victoire 75-67. Et puis en tennis, qualification de la Française Barbara Gracheva pour les quarts de finale du tournoi de Cincinnati. Merci Jean-Luc pour votre journal de 6h30.